Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique qui s'appelle Nana Akufo-Addo. Il a 74 ans et dirige le Ghana depuis janvier 2017. Mais l'homme veut s'affranchir désormais du FMI, le Fonds monétaire international, et de l'aide au développement. Il en fait non seulement une question de dignité, mais le dirigeant ghanéen pense que l'aide au développement empêche l'Afrique de se développer. Mais de quels moyens dispose le Ghana pour relever un tel défi? Les autres pays africains peuvent-ils lui emboîter le pas? J'ai pour en parler trois invités avec moi. Madame Massime Reindorf-Pate, vous êtes la présidente du Ghana France Business Club. C'est une organisation qui fait la promotion des entreprises ghanéennes en France et qui défend les intérêts du Ghana en France. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre accueil. Jean-Paul Mvogo, vous êtes économiste, maître de conférence à Sciences Po. Vous enseignez donc les sciences économiques à Sciences Po. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette problématique très importante pour le continent africain. C'est moi qui vous remercie. Pierre Franklin Tavares, vous êtes philosophe, un élu local en France. Plusieurs articles à votre compte sur des problématiques diverses, inégalités, crise des démocraties occidentales. Je vous remercie également d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'Afrique et de son avenir. Merci à vous. Je vous en prie, monsieur Tokbe, c'est moi qui suis honoré d'être parmi vous. Il n'est pas juste qu'un pays comme le Ghana, indépendant depuis 60 ans, dépende encore de la générosité des contribuables européens pour financer les systèmes éducatifs ou de la santé, déclarait il y a juste un an Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, pour qui l'aide publique au développement, en plus d'être complètement inefficace, bafoue la dignité des Africains. C'est un reportage signé Corinne Kamdem, du moins elle est de notre rédaction à Paris. Nous ne pouvons plus continuer à mener dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent, une politique sur la base de l'aide de l'Occident, de l'Europe, de l'Union européenne ou encore de la France. Cela n'a pas marché, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Un discours rare, catégorique, empreint d'une forme de révolte. Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, veut rompre avec l'aide au développement, veut rompre avec le FMI. Mais comment le chef de l'État ghanéen en est-il arrivé là? Comment comprendre le discours de l'homme qui depuis 2 ans gouverne le Ghana? Décryptage. C'est à l'occasion d'une tournée africaine en décembre 2017 du président français nouvellement élu Emmanuel Macron que tel un pavé dans la mare, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, relance un débat qui divise économistes et autres spécialistes du développement. L'aide au développement tue l'Afrique, l'aide au développement appauvrit le continent. Pour certains économistes les plus radicaux, l'aide au développement enrichit davantage les donateurs et appauvrit les bénéficiaires. L'aide est devenue une industrie. Il y a beaucoup d'intérêts personnels en jeu et les critiques que mon livre a suscitées émanent surtout de ceux qui ont réellement intérêt à voir ce cycle de l'Afrique désespéré perdurer afin de justifier leur existence. Je parle d'universitaires, d'organisations non gouvernementales, de décideurs et de politiciens qui savent que cela ne fonctionne pas. Les preuves ont montré que cela ne fonctionnerait pas. En 1970, 10% des Africains vivaient dans la pauvreté. Maintenant, ils sont plus de 70% et dans certains pays, entre 80 et 85% vivent dans la pauvreté. Des chiffres révélateurs en ce moment où le modèle d'aide publique est devenu si dominant. Le débat sur l'utilité de l'aide au développement n'est pas nouveau. La plupart des pays du continent qui bénéficient de l'aide au développement sont loin d'atteindre les objectifs de départ. Pire, les programmes d'ajustement structurel imposés dans les années 80 aux économies africaines ont contribué au démantèlement des services sociaux de base, à la réduction drastique des effectifs de la fonction publique, sans rendre l'administration plus efficace. Entre 1960 et 1979, l'Afrique a reçu 76,3 milliards de dollars d'aide publique. De 1980 à 2004, l'aide publique au développement se chiffra à 715,9 milliards de dollars. En 2008 seulement, l'Afrique subsaharienne n'a reçu une aide de 40,1 milliards de dollars. Pourtant, l'aide à l'Afrique n'a ni stimulé les investissements, ni agi en tant que source de transfert de technologie vers le continent. Pour les partisans de l'abandon de l'aide au développement, le continent africain dispose du potentiel nécessaire pour penser son propre développement de façon autonome. Malgré tout ce qu'il a subi, le continent africain reste celui qui détient plus de 30% de toutes les ressources naturelles les plus importantes du monde.
C'est un continent qui a de vastes terres fertiles et la plus grande population jeune, qui constitue une énergie et le dynamisme dont ce continent a besoin. Pour autant, le continent peut-il du jour au lendemain s'affranchir de l'aide au développement? Rien n'est moins sûr. Si le Ghana, deuxième producteur mondial du cacao avec 22% de la production mondiale derrière la Côte d'Ivoire à 37%, deuxième exportateur africain de l'or après l'Afrique du Sud avec 100 tonnes par an et producteur du pétrole depuis 2010, peut se lancer le défi de l'abandon de l'aide au développement. Il sera moins facile à de nombreux autres pays du continent de s'en affranchir, tant leurs ressources restent limitées. Madame Reindorf Partey, Dambisa Moyo, l'économiste zambienne que nous avons écouté dans l'élément qui est passé, dit dans son livre Dead Aid qu'il y a aujourd'hui en Afrique plus de pauvreté qu'il y en avait au début des années 70 et tire la conclusion que l'Afrique n'a pas atteint son objectif de développement grâce à l'aide publique au développement et que, au contraire, non seulement cette aide a enrichi davantage les donateurs, mais elle maintient l'Afrique sous tutelle dans une sorte de domination qu'il faut absolument rompre. Que répondez-vous à ça? En fait, en tant que Ghanéenne, je suis tout à fait d'accord avec mon président, son Excellence Nana Akufo-Addo. Oui. En fait, je crois que si vous écoutez très bien son discours, ce n'est pas qu'il cherche à rompre immédiatement, oui, mais il faut qu'on commence déjà la transition. Parce que déjà, je peux citer l'exemple de l'Angleterre, parce que nous, on est une ex-colonie britannique. Britannique, bien sûr. Donc en 2011, par exemple, on était menacé par l'État britannique par rapport de l'aide qu'on reçoit normalement. Parce que normalement, à l'époque, il s'agit d'un débat sur le droit de l'homosexualité. Oui. Et en fait, on était mis dans une position où on était obligé soit d'accepter de défendre les droits humains, ou soit on coupe l'aide au développement. La Grande-Bretagne coupe l'aide au développement. Exactement. Une sorte de chantage, pour ainsi dire. Exactement. Mais en fait, c'est juste un exemple, juste pour démontrer que parfois, au niveau d'assistance, parfois, ça nous empêche de prendre les choses en main. Parce que déjà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, oui, mais en fait, si on parle de développement en temps d'Afrique, on a déjà des choses qu'il faut qu'on mette en avant au niveau des priorités. Déjà, il faut qu'on pense de notre développement. Une question de droits humains, ou pardon, pas droits humains, mais de droits de l'homosexualité, ça doit être un agenda secondaire. Donc en fait, la dépendance sur l'assistance, ça nous empêche de prendre les choses en main, ça nous empêche de faire le développement dans nos propres styles. Donc vous êtes tout à fait d'accord, oui, avec le constat et le diagnostic Franklin et Tavares. Alors je l'ai dit, plusieurs articles à votre actif, notamment sur les questions de développement, sur les questions de la démocratie, de la crise des démocraties occidentales. Avez-vous écrit dès vos derniers articles date de jeudi 6 décembre sur la crise en France, et vous avez pris à votre compte une citation de Montesquieu, une très belle citation qui dit « Lorsque cesse la vertu, la République devient une dépouille ». Alors, dites-nous, comment se fait-il effectivement que nous nous sommes trompés d'objectifs? Pourquoi l'aide publique au développement n'a pas atteint les objectifs de développement sur le continent? Il y a en même temps, si vous me permettez de le dire, et j'aimerais, pour l'intérêt du débat, Madame, évoquer un autre cas qui vient en contrepoint, non pas pour vous contredire, mais pour montrer qu'il est possible également, avec l'aide publique au développement, de faire des choses formidables. Je prends mon pays d'origine, vous avez pris le vôtre, le Cap-Vert, un pays qui est sorti du XVIIe au XXe siècle d'un cycle de famine extrêmement ravageur et qui n'a pas de ressources naturelles. Et lorsque nous arrivons aux indépendances, après une lutte brillante, une lutte d'indépendance, une lutte armée, la situation est extrêmement compliquée. Et nous avons là, avec les épigones de Cabral, les successeurs de Cabral, un groupe d'hommes formés à l'école de Cabral, qui lui-même doit beaucoup à votre pays, puisqu'il était très proche du Ghana, et que le Ghana a beaucoup aidé aussi notre lutte armée. Et en même temps, au bout de 30 ans, résultat, nous passons principalement avec cet instrument-là, de 200 $ comme PIB par habitant à 4 000 $ comme PIB par habitant. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas l'instrument en tant que tel, c'est la qualité de la classe politique. Voilà. Ce qu'on en fait. Voilà, exactement, exactement. Donc ça, c'est le premier point pour pondérer, pour montrer qu'on peut avoir aussi des exemples où l'aide peut être utile. En même temps, il ne faut pas tomber dépendant. Et ne pas tomber dépendant de l'aide, ça suppose deux choses.
Je viens de donner la première condition, hein, c'est la classe politique mature. Par exemple, au Cap-Vert, 1 euro est géré comme 1 euro. On a un taux de corruption assez faible. Voilà. Ça, et ça depuis Aristide Pereira exactement. Jusqu'à... Voilà, exactement. Donc c'est cela qui est le plus important. Ça a servi de modèle. Maintenant, comment vous utilisez... Je me souviens, encore jeune militant à l'époque de l'indépendance, j'avais remarqué que, et ça m'avait frappé d'ailleurs, que lorsque nous recevions des tonnes de produits alimentaires, par exemple le maïs, qui est un produit qui est prisé chez nous, au lieu... au titre de l'aide humanitaire, au lieu de le donner immédiatement aux populations, qu'est-ce que le gouvernement faisait? Il le prenait, il le commercialisait sur le marché mondial, il dégageait une plus-value et ça lui permettait à la fois de racheter, de redonner un peu et puis de transvaser la valeur ajoutée qu'il avait. Donc je pense que la qualité des hommes, la conscience qu'ils ont de l'histoire et la vision qu'ils ont de leur pays, l'histoire, c'est la chose la plus déterminante. La troisième raison, vous me permettez d'ajouter, c'est l'affection que les dirigeants doivent avoir pour le peuple. Mario Soares du Portugal disait, ce qui le frappe, c'est que les présidents africains de son époque, parce qu'il est mort il y a 1 an, 2 ans, il disait, ce qui me frappe, enfin lui, ce qui le frappe lui, c'est qu'il a le sentiment que les présidents n'aiment pas leur peuple. Voilà. Quand vous réunissez ces 3 conditions, l'aide devient un instrument banal. Voilà. Si vous n'avez pas ça, ça devient extrêmement compliqué. Monsieur Mvogo, en clair, mon banquier n'est pas responsable si je dilapide le crédit qu'il m'a accordé. Je suis le seul responsable si je n'investis pas mon crédit, si je n'en fais pas quelque chose d'utile. C'est ce qu'on peut retenir aussi. C'est aussi votre conception de l'aide au développement. En soi, lorsque l'on aborde le débat sur l'aide au développement, on a très souvent tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain. Il faut être plus rationnel et beaucoup plus pragmatique. Je pense que je reprendrai 2 autres exemples pour abonder dans le sens de mon voisin, le Rwanda, qui a des performances économiques saluées unanimement, l'Éthiopie, qui est en forte croissance aussi. Et ce sont 2 pays en fait qui ont des injections d'aide assez significatives. Effectivement, il y a une réalité qui est fondamentale, quel que soit l'outil que vous utilisez pour financer votre développement. Il y a 4 grands outils. Vous avez vos taxes que vous levez sur votre territoire. Vous pouvez emprunter au niveau national. Oui. Vous pouvez emprunter auprès d'investisseurs privés à l'international ou utiliser l'aide publique au développement. Oui. Mais quel que soit le moyen en fait que vous utilisez pour financer votre développement, se pose la question de la gouvernance économique. C'est-à-dire comment est-ce que effectivement vous allez gérer ces ressources, comment vous allez planifier votre développement, comment vous allez mettre en œuvre opérationnellement et investir en fait ces ressources-là, comment vous allez contrôler la bonne utilisation de ces ressources-là et derrière comment vous allez sanctionner l'utilisation de ces ressources. Indépendamment des taux de remboursement, qu'ils soient exorbitants ou pas, parce que la dette peut étrangler aussi les économies. Tout à fait. Tout à fait. Il est vrai que, et le cas du Ghana, par exemple, démontre qu'il est nécessaire de faire très attention, notamment lorsque l'on va s'endetter sur les marchés internationaux, notamment auprès d'investisseurs privés, au niveau de taux auquel vous vous endettez. Parce que vous pouvez rentrer dans des processus d'endettement dont vous ne vous sortez plus. Exactement. Il faut faire attention. Et c'est là aussi où, justement, au niveau national, il est nécessaire d'avoir une stratégie d'endettement, une stratégie de mobilisation des ressources pour éviter d'aller, par exemple, emprunter à des conditions qui sont qui sont proches de l'usure, parfois, effectivement. Mais pourquoi le débat, justement, n'a pas existé depuis longtemps, puisque ça fait plus de 60 ans que cet instrument est mis en œuvre sur le continent? Pourquoi le débat n'a pas existé sur sa pertinence et notamment sur les résultats? Puisque le résultat n'est pas atteint, le donateur continue de donner, le bénéficiaire continue de prendre et la spirale est en place et on ne s'en sort pas. Vous avez aujourd'hui des États qui ne sont même plus en situation de payer leurs fonctionnaires. Et tout ça, vous pensez que la seule raison, c'est la mauvaise gouvernance économique? Il y a, lorsque vous prenez un problème économique, il est abusif de penser qu'en général, il ne s'explique que par une seule cause. Il y a en général, il peut y avoir un faisceau de causes. Le faisceau de causes, ça peut aussi provenir tout simplement de votre environnement macroéconomique. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple emprunter
Et un certain nombre de pays africains l'ont fait récemment. Alors que vos marchés internationaux sont à un niveau élevé, donc vous avez des prix des matières premières qui sont élevés. Et puis, vous ne prévoyez peut-être pas le retournement conjoncturel qui va survenir dans 1, 2, 3, 4 ans. Et effectivement, vous vous retrouvez à devoir rembourser vos prêts, alors que derrière, toutes vos matières premières se vendent beaucoup moins bien sur les marchés internationaux. C'est ça qui s'est passé dans les années 80. C'est ça qui s'est passé notamment pour le cas du Ghana aussi, aussi bien en 2012 qu'en 2016. Alors, avant de venir à vous, je vais demander à M. Tavares, qui a déjà abordé ces problématiques-là. Est-ce que le problème, au fond, n'est pas le modèle du développement choisi? Nous voulons, l'Afrique veut se développer à travers le modèle néolibéral que lui proposent ses donateurs. Est-ce que le problème n'est pas là plutôt? Et c'est ce que dit le président ghanéen dans son discours. Nous voulons penser notre propre développement. Comment se fait-il que pendant 60 ans, on a pensé qu'on pouvait se développer comme les autres, en suivant les modèles des autres? Tout à fait. En même temps, si vous me permettez de le dire, et là j'abonderai maintenant, c'est la partie positive, dans l'exemple du Ghana, qui sort, vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. Togbe, d'une période de crise extrêmement difficile il y a quelques années, avec le cycle de prise de pouvoir des militaires qui ont fait dérailler le pays, non seulement sur le plan de la macroéconomie, mais aussi au plan moral. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, je me rappelle que plus jeune, le Ghana était, j'exagère madame, mais pour que vous me compreniez, était donné comme la grande vagabonde de la sous-région. Et puis en même temps, il y a eu un homme qui a arrêté ce cycle-là. Un militaire qui a arrêté d'autres militaires et qui a mis de l'ordre. Deuxièmement, il faut que, alors je ne sais pas si on peut l'aborder maintenant, mais la qualité du président, Addo, elle tient au fait que non seulement il a saisi une bonne opportunité pour dire à la face du monde, à un moment où tous les feux étaient braqués sur le Ghana, en raison de la visite dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis, il a dit la chose qui nous intéresse, au fond. Pas pour le Cap-Vert, mais pour un pays comme le Ghana, qu'il faut le rappeler, a des résultats extrêmement brillants au plan macroéconomique. Par exemple, en termes de croissance, la Chine, le Cambodge et le Ghana, selon les spécialistes, restent parmi les pays qui ont les taux les plus élevés. Voilà. Vous êtes un pays riche en matière agricole, et puis il y a un plan de développement. Ah, ça existe, il y a une vision. Hein. Une vision. Il y a une vision. On ne navigue pas à vue au Ghana. Et il y a le plus important, et ce à quoi j'invite toujours les hommes politiques africains, la classe politique africaine, il faut un consensus national. Quand la classe politique, opposition, majorité ou autre, s'entendent sur ce qu'est leur pays, alors tout est possible. Et là, à ce moment-là, pour un pays comme le Ghana, effectivement, on peut se passer de l'aide. Elle a tous les outils pour se passer. Non pas brutalement, vous l'avez rappelé, mais de manière progressive. Ce n'est pas un instrument de développement. Je crois qu'il y a un abus de langage. Moi, je le considère comme un instrument de domination, mais parfois nécessaire pour certains peuples. Et c'est vous qui connaissez mieux le président Nana Akufo-Addo à cette table. Enfin, vous êtes Ghanéen. Le débat existe aujourd'hui chez les économistes, notamment les afro-optimistes, dont certains, comme Ferwin Sarr, économistes sénégalais, disent qu'il faut décoloniser les mentalités. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut refonder, il faut repenser un nouveau modèle de développement. Et là, on a un homme qui semble visiblement introduire un nouveau paradigme dans les relations nord-sud. D'où lui vient cette vision? En fait, on a eu son discours célèbre il y a 2 ans, mais on en parle toujours. Mais en fait, exactement. Mais en fait, il ne s'agit pas uniquement d'un discours. Maintenant, il s'agit des idées concrètes, des politiques concrètes. Donc, en fait, en avril 2018, il a lancé le plan officiel pour Ghana Beyond Aid. Et en fait, ça s'appelle le Coordinator Program of Economic and Social Development Policies. Donc, en fait, ces plans, ça se concentre sur 5 piliers pour le développement. Et en fait, je peux faire peut-être une comparaison entre son Excellence et aussi Nkrumah. Parce qu'en fait, il s'agit d'un plan de développement qui doit se dérouler pendant 7 ans. Et après l'indépendance, Nkrumah elle a eu également les mêmes idées, pour le développement. Et en fait, il a beaucoup plus concentré sur l'idée de développer nous-mêmes, notre industrie,
notre agriculture. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure. One factory, one Exactement. district. Exactement. Mais en même temps, si vous me permettez... Une usine, un district, Une usine par dites-nous. district, oui. Les éléments de biographie, madame, comptent aussi beaucoup. Oui, c'est ça. Parce que lui-même Oui. ne vient pas de n'importe où. Oui, Hein, donc je vous exactement. laisserai le soin peut-être de le présenter, si vous le souhaitez. Pardon, de biographie. Mais sa biographie. vous pouvez compléter, enrichir. Non, ce que et je voulais enrichir dire, l'analyse. c'est que après le départ de Nkrumah dans les conditions que nous savons, Oui. et à l'époque nous étions tous enfants mais extrêmement choqués, il y a eu un cycle de militaires, et au moment de la première transition entre guillemets démocratique, c'est le père du président actuel qui était le président. Oui. Hein, voilà. Donc je crois qu'il ne vient. Son père qui était lui-même un héros de l'indépendance. Exactement. Oui. Voilà. Oui. Donc par conséquent, il y a une filiation aussi qui nourrit l'homme. Il y a une trajectoire politique. Voilà, il y a une trajectoire politique qui va chercher au plus profond de la lutte anticoloniale, qui s'affermit dans le combat contre la dictature militaire. Et puis en même temps, il faut rappeler, il a fait des études de philosophie, de droit. C'est ça, Et c'est un avocat. dès lors que son père est renversé par le fameux coup d'État d'Achampong, lui-même se lance de manière plus forte en politique et il n'a jamais renoncé à ces choses-là, ces valeurs-là démocratiques, même quand de très peu il a été perdant. Pardon. Alors c'est très important. Hein. Son parcours, sa trajectoire, tout ça, ça compte dans la vision qu'on a pour son pays. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission, notamment pour évoquer la question, est-ce que le Ghana a aujourd'hui, ou du moins quels sont les moyens, les leviers concrets dont dispose le Ghana aujourd'hui pour s'affranchir, comme il le prétend, de l'aide publique au développement. Tout de suite.